Ça choquerait absolument tout le monde si une mère se baladait dans la rue et donnait des photos de sa fille à des inconnus dans la rue. Si c'est choquant dans la vraie vie, pourquoi ça vous choque pas sur les réseaux sociaux? Bonjour! Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. 53% des parents français ont déjà partagé du contenu sur leurs enfants sur les réseaux sociaux et 43% d'entre eux ont commencé à publier dès la naissance de leur enfant. Vous publiez ce mercredi 9 octobre une campagne pour sensibiliser sur les dangers auxquels sont exposés les enfants. Quels sont les risques pour les enfants sur ces photos et vidéos? Alors, il y a une pratique qui est de plus en plus courante chez les parents français qui s'appelle le sharenting, à la contraction de share et parenting. Donc c'est le fait de publier des photos, des vidéos de ses enfants sur les réseaux sociaux. C'est une tendance qui s'affirme de plus en plus chez les jeunes parents et les parents ont pris ces habitudes aussi de poster des photos de son enfant qui fait ses premiers pas, la rentrée scolaire, la victoire sportive de son petit dernier. Et ça, forcément, c'est tentant parce qu'on est fiers et on a envie de partager ces moments de famille. Au-delà de ça, il y a aussi des photos qui sont, on va dire, plus problématiques, qui peuvent suggérer certaines choses sur un enfant. Ça peut être des photos d'un bébé nu, d'un enfant en maillot de bain. Une photo, c'est pas qu'une image, c'est pas qu'une vidéo, c'est aussi tout un ensemble de données. Donc déjà, il y a des données en cache, c'est toutes les données qu'il y a, on va dire, en transparence derrière une photo, comme la date, le lieu de prise de photo, la localisation. Par exemple, sur une photo d'enfant, on peut voir non seulement son visage, ses habitudes, ses passions, peut-être l'adresse de son école, où la personne va faire du sport, où elle va faire des loisirs. Ça choquerait absolument tout le monde si une mère se baladait dans la rue et donnait des photos de sa fille à son école, à son cours de danse, à des inconnus dans la rue. Si c'est choquant dans la vraie vie, pourquoi ça vous choque pas sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe quand une photo est postée en ligne? Première chose, elle peut être utilisée à des fins sexuelles directement par un pédocriminel. Il faut savoir que les pédocriminels, ils regardent pas que des vidéos ou des images de viol, d'agression d'enfants. Parfois, c'est juste une photo comme ça qui va aussi les satisfaire. Sur des forums du Darknet, par exemple, on a pu voir des pédocriminels qui postaient une photo d'une colonie de vacances et qui essayaient d'élire la petite fille la plus sexy de la classe. Deuxième chose, cette photo, elle peut être détournée. Alors là, on le voit de plus en plus, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle. Donc on prend le visage d'un enfant, on le met sur un corps nu et on crée à partir de là des vidéos, des images d'agression. Le troisième risque, c'est que cette photo-là, elle permet aussi de contacter l'enfant. En fait, ça facilite le travail du prédateur. Je sais où il va à l'école, ça va être plus simple de le trouver. Les réseaux sociaux, c'est un des terrains de jeu des pédocriminels. Alors pourquoi? Parce que déjà, ils l'utilisent pour plein de choses. Rechercher, consulter, partager, vendre des contenus, pour échanger entre eux des conseils, des profils de victimes potentielles, et aussi pour contacter des enfants. Il y a notamment une pratique qu'on appelle le grooming ou le pédopiégeage. C'est le fait de manipuler un enfant sur Internet, sur les réseaux, sur les jeux vidéo. Concrètement, un pédocriminel, un prédateur, quand il parle à un enfant, déjà au début, il est gentil, il se fait passer pour son ami. On partage des choses, on partage ses passions, on partage ses envies, peut-être des questionnements autour de ses parents, de l'adolescence si on est ado. Et très vite, la conversation, donc une fois qu'il y a ce lien de confiance qui est établi, va commencer à dériver sur des questions plus intimes. Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un nu? Si je reprends l'exemple, on va dire qu'on poste une photo de lui dans son club de foot, on sait qu'il supporte telle équipe, ça va être plus simple. Je vais me créer un compte sur un réseau social, je suis un petit garçon de son âge qui est fan de la même chose et je vais commencer à lui parler. Et à partir de là, ça va faciliter, pourquoi pas une rencontre dans la vraie vie ou des sollicitations sexuelles en ligne. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la question, sur le fait que les prédateurs, de toute façon, c'est des gens un petit peu bizarres dans leur coin, peut-être qu'ils n'ont pas accès à mes réseaux sociaux. Donc déjà, si je publie des photos de mon enfant en privé, pas de risque. Dans la vraie vie, comme en ligne, les prédateurs sexuels, c'est la plupart du temps des membres de l'entourage proche. Donc en fait, même sur mon réseau privé, il y a un risque, parce qu'il y a toujours un risque. 40% des personnes ayant consulté des contenus pédocriminels en ligne ont par la suite cherché à contacter un enfant. Les parents et leurs enfants en sont-ils conscients? Quand on parle, nous, avec les enfants et qu'on leur dit, imaginons, il y a quelqu'un qui te contacte sur Internet, qui te demande des choses, ou même, ça leur arrive tout le temps, sur Snapchat, ils reçoivent des dick pics, des nudes. Est-ce que tu en parleras à quelqu'un? Non, parce que c'est la honte, parce qu'on va m'interdire de réseau, qu'on va peut-être me dire que c'est de ma faute. Et ça peut créer aussi un isolement, un mal-être de l'enfant qui va peut-être pas réussir à en parler quand il va se passer quelque chose. Au-delà de ça, peut-être que telle photo qu'on a postée sur notre enfant, je sais pas, quand il était bébé à la plage, peut-être que quand on est ado, on n'a pas forcément envie de la voir. Ça peut être associé à des sentiments de honte quand on est en train de se construire aussi dans son environnement personnel. Néanmoins, les dangers sont pas toujours là où on le pense pour eux, c'est-à-dire qu'ils se méfient beaucoup plus des autres jeunes de leur âge. Ça va être le cyberharcèlement, ça va être les montages vidéo, les montages photos entre eux,
qui sont beaucoup aussi dans l'environnement scolaire. Imaginons qu'un adulte essaye de se faire passer pour un enfant sur Internet. Comment tu fais pour être sûr que la personne te dit la vérité? On a eu des réponses comme je lui demande sa pointure de chaussure. Je regarde comment il s'exprime. Si il fait des fautes d'orthographe ou alors il utilise les mêmes mots que moi, c'est sûr que c'est un enfant. Donc en fait, il n'y a pas l'identification de en fait, les pédocriminels, déjà, ils sont pas bêtes, ils savent manipuler des enfants, et de deux, ils sont pas tout seuls. Ils se donnent des techniques, notamment sur plein de forums sur le darknet. Il y a des guides qui existent sur comment manipuler un enfant, et à partir de là, ils se donnent des conseils de comment on doit parler, quelles références on doit avoir. Il y a aussi des intelligences artificielles qui sont utilisées pour créer des scénarios de pédopiégeage, de grooming. Donc écrire un scénario de comment je manipule l'enfant le plus rapidement et le plus facilement possible. Qu'en est-il du droit à l'image et à la vie privée des mineurs? Que dit la loi? Depuis février 2024, on a une loi en France qui vise à mieux protéger en tout cas le droit à la vie privée des enfants. Ça veut dire qu'un parent ou un détenteur légal de l'autorité, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant doit veiller à ce que sa vie privée soit respectée, sa dignité soit respectée, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Ça veut aussi dire qu'un enfant, et la loi insiste dessus, dès qu'il est suffisamment mature et en âge de donner son avis doit être pris en compte et peut être pris en compte. Si l'enfant est encore mineur et qu'il y a une sorte de conflit entre les deux parents qui est insolvable, le juge aux affaires familiales peut décider de déléguer l'exercice du droit à l'image à un tiers. A priori, c'est pas encore arrivé en France, mais un enfant, même devenu adulte, techniquement, il peut demander que la photo soit retirée et ça peut aller jusqu'à des procédures devant le juge aux affaires familiales. Quel message pouvez-vous adresser aux parents qui vous écoutent? Moi, j'avais un petit garçon de 7 ans qui m'expliquait qu'à ses 3 ans, sa tata lui avait créé un compte Snapchat. Comment on explique à un enfant qu'il y a des risques sur Internet si de toute façon, dans l'entourage familial, c'est pas forcément pris en compte parce qu'il n'y a pas de prise de conscience de ces phénomènes. Le premier conseil à donner, c'est avant de poster une photo, déjà se demander si elle peut pas porter préjudice à notre enfant par hasard. Si on a vraiment envie de la poster, peut-être se dire qu'on peut mettre l'enfant de dos, de profil. Comme on demande à un enfant quand il rentre de l'école, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? C'est aussi demander quand il vient de jouer à une partie de jeu vidéo, ah trop bien, t'as joué à quoi? T'as joué avec qui? Pour faire en sorte que s'il arrive quelque chose un jour, il soit aussi en mesure de nous faire confiance et de nous en parler. Il n'est pas du tout question de culpabiliser les parents, c'est de dire que sur Internet, sur les réseaux, comme dans la vraie vie, il y a des prédateurs qui attendent que ça. Et il y a des précautions qui existent pour limiter ces risques.